consacrée à la femme actrice de la bonne gouvernance. Nous avons le plaisir d'avoir la grande dame. Voilà, la connexion n'est pas très bonne. Moi, je propose qu'on enlève les caméras. Moi, j'enlève la caméra. Vous pouvez garder vos caméras seulement. La personne qui parle, quand les sons est haché de son côté, elle peut enlever la webcam. C'est la personne qui parle qui doit enlever? Oui, justement. Mais jusque-là, ça va, je crois. D'accord. Donc, nous avons le plaisir d'avoir donc avec nous 4 grandes dames qui ont partagé leur expérience. Non, le son n'est pas bon, hein, ça se coupe. Ah bon? Alors, je vais fermer la caméra pour voir si je disais donc le plaisir qui ont accepté de partager avec nous et leur connaissance de la thématique femmes actrices de la bonne gouvernance. Nous avons donc avec nous Madame Fatoumata Sidibé Gara, présidente du GRAIN, avocate et qui a une riche expérience en matière de gouvernance. Elle a été une des actrices des assises nationales sur la refondation du Mali. Et elle a été aussi, je crois, avocate du Mali pour, disons, les recours auprès de la Cour de justice de l'UEMOA concernant les sanctions imposées au Mali. La promotrice et administratrice de la agriculture alimentaire. Et donc, elle est dans le domaine des affaires. Donc, je ne sais pas si c'est de votre côté, mais moi, ça hache. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que c'est... Allô, est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons, oui. Très bien, très bien. Donc, j'étais en train de faire la présentation, donc je continue. Nous avons ensuite Mme Wan Fatoumata Keïta, qui est ancienne fonctionnaire du programme des Nations Unies pour l'environnement, et Mme Touré Lalabagui, qui est médecin, gynécologue obstétricienne et spécialiste en santé publique. Donc, nous avons aussi des expériences et des compétences diverses et variées. Donc, on espère qu'au cours de ce webinaire, on va entendre les différents points de vue sur le rôle des femmes en tant qu'actrices de la bonne gouvernance dans ces différents secteurs. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Fatoumata Sidibé Gara. Madame la Présidente, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président du Comité scientifique du grain. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux panélistes et également à tous ceux qui nous font l'honneur de suivre ce webinaire. Merci pour l'introduction, Monsieur le Président. Effectivement, c'est une question qui est centrale, cruciale, notamment dans le contexte actuel de notre pays, où des questions se posent de plus en plus sur la gouvernance dans tous les secteurs, une gouvernance qui a été pendant plusieurs décennies mise un peu sous le boisseau, et donc le citoyen aujourd'hui réclame justement le respect de ces principes de bonne gouvernance. Ces principes de bonne gouvernance, je pense qu'on pourrait les considérer comme ceux de la responsabilité, de la redevabilité également, également la nécessité de répondre aux besoins de nos concitoyens et l'obligation de rendre compte. Si vous le voulez bien, peut-être que je peux, dans un premier temps, parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire du domaine dans lequel j'exerce ma profession, avant peut-être, lors du débat, d'élargir cette question de bonne gouvernance aux affaires de la cité en général, si cela vous convient. Oui, allez-y. Merci. Donc, vous l'avez rappelé, je suis avocate, donc je vais peut-être plus parler dans un premier temps donc, de la bonne gouvernance dans un domaine qui est essentiel, qui est celui de la justice. Et en toute objectivité, nous devons reconnaître en tant qu'acteurs et actrices que nos concitoyens ont beaucoup de griefs à exprimer à l'encontre de ce domaine qui pourtant est essentiel pour nous. Qu'est-ce qu'on entend? C'est souvent que la justice est trop lointaine, qu'elle est trop lente et que les décisions sont rendues, des décisions qui sont souvent difficiles à comprendre. Et en tant que femmes, dans ce domaine dont nous sommes actrices, nous essayons de participer du mieux que nous pouvons quotidiennement au respect donc de ces principes de bonne gouvernance. Cela, en ce qui me concerne en tant qu'avocate, même si il faut noter, et cela est à corriger, que les femmes avocates ne représentent qu'environ 10% des quelques 300 avocats inscrits au barreau du Mali. Et je ne pense pas que mes sœurs magistrates, notaires, huissiers, commissaires, priseurs soient mieux lotis que nous. Donc, la première chose sur laquelle je souhaiterais insister, c'est la nécessité d'avoir un nombre critique de femmes dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs. Mes sœurs panélistes, je pense, seront d'accord avec moi, pour une réelle amélioration de la bonne gouvernance. Il faut que nous soyons plus nombreuses. Et pour ça, en ce qui me concerne particulièrement, dans le domaine de la justice, je ne pourrais pas parler du rôle des femmes sans rendre hommage à celles qui nous ont devancées, qui ont ouvert la voie, notamment Maître Bam Diarra, Maître Soyata Maïga, Maître Fanta Sylla, qui a été la première avocate du Mali et la première femme ministre de la Justice également. Et j'en oublie d'autres. Donc, elles ont ouvert la voie et aujourd'hui, pour que nous puissions véritablement peser sur le cours de la justice en termes de bonne gouvernance, il faut que nous soyons plus nombreuses. Donc, nous devons, je pense, encourager nos filles, nos sœurs, à être plus nombreuses dans ce domaine-là. Et en ce qui concerne les juristes maliennes en particulier, nous nous sommes regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'Association des juristes maliennes, qui a été créée en 88, qui est composée de femmes magistrates, avocates, notaires, etc. Et nous œuvrons pour l'éducation juridique et civique des populations en général et en particulier pour la défense et la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Donc, il y a une clinique juridique, il y a une vulgarisation qui est faite des droits, également un appui à toute réforme juridique. Donc, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine de la justice, mais nous faisons notre part et pour que cela soit encore plus visible et plus impactant, il faut que nous soyons plus nombreuses. Merci, Président. Président, votre micro est désactivé. C'est bon. Okay. Excusez-moi. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre exposé. Je pense que vous avez touché du doigt l'un des grands mots du problème du pays, qui est la justice. Effectivement, comme on dit, la justice est le dernier rempart des citoyens. Mais si la justice ne fonctionne pas, si les décisions de justice ne sont pas difficiles, ne sont pas acceptées, ne sont pas
sont difficiles à comprendre, effectivement, il y a des problèmes dans la société. Et vous avez cité aussi le fait que vous êtes avocat, mais il n'y a que 10% de femmes qui sont avocates. Et peut-être même que c'est la même chose pour les magistrats aussi et toutes les professions judiciaires. Et vous avez surtout pointé du doigt la création d'une association de juristes maliennes. Et là, effectivement, nous sommes dans le domaine de la société civile. Je pense que dans le secteur de la justice, effectivement, la société civile a un grand rôle à jouer parce qu'il y a les juges, il y a les justiciables, mais il manque peut-être un élément qui peut-être permet de faire en sorte que la justice soit plus proche des citoyens, que la justice soit mieux comprise des citoyens, et même que les citoyens aussi, disons, comprennent mieux la justice et aient accès à la justice, et surtout accès à la justice, parce que ça le grand problème dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé. Je vais maintenant passer la parole à Mme Benbaba. Je pense que c'était ça l'ordre. Mme Keita a finalement accepté d'être troisième, je crois. Je suis en train de l'assister. Elle a des difficultés, elle a du mal à se connecter. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole en attendant. Merci. Alors, Mme Wan, vous êtes prête? D'autant que vous avez un agenda aussi à 18h. Madame Wan, vous n'êtes pas prête non plus? Madame Lala Badji, est-ce que vous êtes prête à prendre la parole? Je pense oui. Vous êtes médecin, donc je pense que la santé aussi est sur la sellette au Mali. Je ne sais pas si vous êtes au courant, nos deux principaux hôpitaux ne fonctionnent pas du tout maintenant. Il y a grève. Alors, quelles sont vos appréciations de la situation de la santé en matière de gouvernance? Bon, disons que comme il n'y a pas eu de discussion à l'avance sur le sujet, je crois que chacun est allé dans une direction différente, quoi. On m'a dit, bon, qu'est-ce que j'ai compris, ce que les femmes ont dû faire ou ont pu faire dans la gouvernance en général. Donc, je suis allé pas sur le présent, mais sur la généralité et le passé de ce que des femmes ont pu faire. Et maintenant, je crois que c'est à main levée, les discussions vont nous recentrer sur là où il faut aller, quoi. Avouons-le, il n'y a pas eu de préparation, donc on est allé dans tous les sens. Moi, en tout cas. Oui, on vous écoute en tout cas. Surtout que je dois m'excuser, je suis en voyage, je ne suis pas chez moi, je suis à Washington. Bon, on m'a sollicité, j'ai dit oui, mais sans savoir à quoi je disais oui. Et donc, griffonner quelque chose sur le papier, c'est les réalités. Hein, c'est les réalités en matière de santé et globalement. Avec 2 ou 3 exemples concrets. Je parle de la situation généralement. Les femmes sont la moitié du monde, mais une moitié très efficace. Sans elles, ce monde n'existerait pas, à tout point de vue. Elles sont les piliers et le socle des familles. Elles donnent la vie aux grands hommes, les éduquent, restent derrière eux pour des conseils précieux. Et comme on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme à l'ombre très efficace. Juste regarder l'exemple de quelques-uns de nos dirigeants, Obama, Clinton, ATT, Abdou Diouf, je le voyais sur les réseaux sociaux dernièrement en train de rendre un vibrant hommage à sa femme pour son soutien dans la discrétion. Hein, et je suis sûre que, et certaine, que les hommes du grain peuvent être mis dans cette catégorie. À diplôme égal, le cursus des hommes diffère en fonction de la femme derrière, à vérifier. Et je le maintiens. Ça, c'est une citation de Lala Touré. C'est des hommes qui écoutent leurs femmes, vont généralement très loin dans la vie. Et comme disaient nos ancêtres, la nuit porte conseil, après discussion sous l'arbre à palabre. Les hommes se quittent en disant la nuit porte conseil et chacun va consulter sa femme et revient le lendemain matin avec le conseil de la nuit. Donc, juste pour dire que les femmes sont très efficaces derrière, en attendant qu'elles prennent les manettes de la gouvernance, comme la société n'y est pas encore.
mais on a quelques rares exemples comme Angela Merkel, Ellen Johnson Sirleaf. Et dans la vie de tous les jours, il faut avouer que les femmes travaillent au moins 18 heures par jour. Quand je dis les femmes, vous voyez surtout le monde rural, du l'aube à la nuit. Et quand la nuit ça arrive, il faut s'occuper du mari. Elles sont le gardien de la paix, elles cultivent la paix, elles s'occupent de l'éducation des enfants, qui sont les futurs leaders. Donc là aussi, elles ont leur impact sur l'enfant qui écoute sa maman. Elles sont les médecins de la famille, s'assurent de la bonne nutrition, de l'hygiène, de la santé et sont au chevet de chaque membre de la famille malade. Dans le domaine de la santé, les activités n'existeraient pas sans les femmes. Les sages-femmes sont les piliers de l'obstétrique. Elles assurent les accouchements, les consultations prénatales, le suivi des mamans et des enfants dans les services, dans les zones les plus reculées de nos pays. Les femmes viennent généralement consulter toutes seules, même si la grossesse est une affaire d'un homme et d'une femme. Elles endurent toutes les maladies qui s'y attellent. L'accouchement, les veillées nocturnes pour alimenter et s'occuper des bébés, les veillées lors des maladies des bébés, les consultations des enfants et la vaccination des enfants. Les centres de santé, je dois l'avouer, sont déserts d'hommes. Dans ma carrière, on a tout fait pour impliquer les hommes dans la santé de la reproduction sans succès. Je dois avouer, et je crois que ça continue. Les hommes nous ont toujours répondu, vos services ne sont pas appropriés pour nous, les timings ne sont pas bons, nos costumes ne sont pas bien dans les centres de santé. Bon, des arguments qui ne tiennent pas. Pourtant, dans quelques rares projets pilotes où on est parvenu à impliquer les hommes, ça marche. L'autorité qui est l'homme demande à la femme d'aller consulter, lui donne l'argent et est clément sur les retards des tâches domestiques de ce jour. Et parlant des recherches dans le passé sur l'évolution de la mortalité des enfants, dans le couple, on a trouvé que lorsque le père décède et la mère est là, la mortalité des enfants monte très peu. Lorsque la mère décède alors que le père est là, la mortalité des enfants connaît une croissance exponentielle. Je ne peux pas vous donner des chiffres parce que je suis en train d'écrire à main levée des choses. Pourtant, l'homme est généralement le détenteur des fonds, mais c'est la femme, disons, qui a l'abnégation pour les enfants et qui va se priver de manger pour donner à ses enfants. Exemple très concret, pour être provocateur, dans la vie courante, observez une femme qui achète à manger, elle va directement à la maison avec son paquet. Observez un homme qui achète à manger, il va s'asseoir dans un coin pour manger et rentrer après à la maison les mains vides. Et ceci très fréquent dans les dibiteries au Sénégal et ailleurs. Et ceci pour illustrer l'abnégation de la femme pour la survie de ses enfants. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets où les femmes ont eu vraiment un impact dans la gouvernance et en matière de santé, surtout de la mère et de l'enfant. Premier exemple, peut-être que la plupart de vous le connaissent, c'est le ruban blanc qui a été lancé en Asie du Sud, un symbole très fort de la mortalité maternelle et qui a mis la lumière sur cette tragédie silencieuse que vivaient les femmes des pays les moins avancés. Résultat concret, on disait, il y avait vraiment, et je veux dire, c'est une femme gynécologue obstétricienne qui était en tournée en milieu rural
qui tombe sur une famille, une femme en travail depuis quelques jours qui n'arrivait pas à accoucher, qui l'examine et qui trouve un problème vraiment qu'il fallait résoudre à l'hôpital. Elle dit à la famille, envoyez cette femme à l'hôpital, sinon elle va mourir. La réponse, non, nous ne pouvons pas l'envoyer à l'hôpital. C'est moins cher pour l'homme de se remarier que d'aller soigner cette femme-là. Alors, comprenez, c'est mieux de laisser celle-là mourir et prendre une autre femme que d'aller soigner celle-là. Et la femme, la dame gynécologue obstétricienne était en choc et elle s'est dédiée corps et âme au combat pour faire connaître le drame silencieux que les femmes vivaient en milieu rural. Et elle en a fait un combat et c'est là où l'OMS a pris à bras le corps tous les trucs où on parlait de plus de 1000 décès de femmes par 100 000 naissances vivantes. Chaque minute, une femme meurt. Bref, ça a été le point de départ d'un plaidoyer très vibrant et qui a marché. Et c'est un exemple d'une femme qui a vraiment pu effectivement changer le cours d'une bonne gouvernance. Le deuxième exemple que je donne, c'est la Vision 2010, une initiative de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a été lancée par l'UNICEF et ses partenaires et qui a été pilotée par le Mali, et qui est très connue par Dr Nafo, qui était ministre à l'époque, et ma petite sœur Jamila aussi, qui a beaucoup aidé, qui a reçu les gens à l'hôtel à l'époque, les réunions. Et cette initiative a consisté à sensibiliser, à mobiliser les premières dames de notre sous-région pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile avec des objectifs très précis et un délai bien précis. Elle a été très porteuse car les femmes avaient l'oreille des époux, des chefs d'État, c'était l'objectif, devant la multitude des priorités nationale en santé et en dehors de la santé, il fallait trouver un moyen pour porter à la connaissance des présidents, des décideurs, les problèmes des femmes. Parti avec 6 ou 7 pays, ça s'est étendu à la fin à 18 pays avec des plaidoyers de très haut niveau et des actions très concrètes. Et je me rappelle à l'époque, parce que ça a été lancé sous Madame Alpha Oumar Konaré, et puis ça s'était tassé un peu, puis on a repris le flambeau avec Madame Atete. Et je me rappelle Madame Atete, debout à la tribune des Nations Unies, exactement là où nos PM actuels, Shogel et Meiga, sont intervenus, pour parler de la mortalité maternelle et infantile en Afrique et le drame que c'était, et leur dire que c'était inacceptable de voir une femme mourir en donnant la vie. Et je vous assure que ça a eu un effet. Et ces dames, ces premières dames, pas Madame Atete seulement, il y avait Madame Compaoré, il y avait Madame Wad. Je les ai vues aller voir les directrices générales de l'UNICEF, de UNFPA pour un vibrant plaidoyer. Elles sont allées à Londres dans une conférence internationale pour défendre la cause des femmes. Elles ont pu insérer le sujet d'une réunion du TICAD. Dans une réunion du TICAD, le sujet de la mortalité maternelle et infantile est en son temps avec des promesses d'aide de partout. Donc, c'est parti vraiment comme une traînée de poudre. Et je me rappelle une année en arrivant en Centrafrique, en mission, je descends et brusquement, j'apprends qu'il y a une grande réunion sur la mortalité maternelle aujourd'hui, un samedi matin. Bon, l'UNICEF n'était même pas au courant. J'y vais avec le représentant de l'UNICEF. Quelle surprise de voir les présentations qui ont été élaborées au Mali sur la Vision 2010, exactement la même présentation présentée ce jour pour ouvrir la réunion, avec des débats, des actions concrètes. Et j'ai demandé, on m'a dit, c'est la femme de ATT qui avait envoyé cette présentation à la femme du président de la RCA et qui en a fait son affaire et qui a mis ça dans l'agenda
nationale et ça a marché. Donc, elles ont pu mettre aussi ça, le sujet dans le plan d'action de Beijing, +10, parce qu'à l'origine, Beijing était lancé pour les femmes, mais il n'y avait pas la mortalité maternelle là-dedans. Et donc, ça a été un gros succès. Et aussi, à l'exemple aussi de Mme Compaoré, dans son pays à l'époque, Burkina, où elle a fait un cheval de bataille de l'excision. Elle en a fait un cheval de bataille. Et ça a marché. C'est un des rares pays où il y avait une loi et surtout mise en application de la loi. Comme quoi, quand les femmes veulent, elles se mobilisent, elles ont vraiment un impact très fort. Donc, elles sont au début de tout, à la fin de tout, utilisez-les quand vous en avez besoin et quand elles veulent, elles le font. C'est comme les grains de sel, comme on dit. On ne le remarque pas, mais quand elles sont absentes, ça se sent. Et je vais terminer avec une citation d'un membre du grain qui se reconnaîtra tout de suite, qui m'a été transmise par quelqu'un. Ah, nos vieilles, quand elles sont là, elles nous emmerdent. Quand elles ne sont pas là, on s'emmerde. Birama Sidibé. Pour dire que quand la femme veut changer le cours des choses, elle le fait tout de suite, que ce soit en santé ou autre chose. Je vous remercie. Juste des trucs provocateurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Lala. Vraiment, merci pour cet exposé plein d'expressions imagées, d'exemples très, très, très révélateurs du rôle de la femme dans l'accomplissement de certaines choses en matière de santé. Une question, est-ce que c'est cette initiative des épouses de chefs d'État qui a donné naissance à l'ALMA, ALMA, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est quelque chose qui existe encore, c'est une espèce de plateforme qui permet de mesurer la mortalité maternelle, infantile, la nutrition, etc., et qui est partagée avec l'ensemble du monde. C'est possible. Je ne suis pas de près parce que bon, j'ai quitté le domaine et puis ça fait bien longtemps, mais c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'ai tenu à partager avec les gens. Mais bon, pour dire que il y a beaucoup et on doit faire mention spéciale à certains hommes. L'UNIFEM a fait une initiative He for She, lui pour elle, il pour elle, et puis mention spéciale au prix Nobel RDC. Les hommes aussi commencent à s'impliquer pour aider les femmes. Bon, tout ça à partir d'un point de départ où les femmes se mobilisent et puis les hommes suivent, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Wan. Oui, Président, on m'a félicité, mais la connexion était coupée et je ne m'en suis même pas rendu compte. Ah, d'accord. Alors, vous êtes donc ancienne du programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, en matière d'environnement, il y a beaucoup à dire en matière de gouvernance, à tel point qu'il y a une espèce de gouvernance mondiale de l'environnement. Si on se réfère à toutes les conventions qui ont été signées pour le réchauffement climatique, pour la lutte contre la désertification, etc. Voilà, vous avez la parole pour parler de votre expérience dans la matière. Merci beaucoup, Président. Merci à mes sœurs et à tous nos auditeurs. Je vais, dans la suite de ce qui a été abordé, couvrir un tout petit peu le domaine de l'environnement que je connais. Comme le Président l'a signalé, j'ai été fonctionnaire du programme des Nations Unies pour l'environnement et j'ai été chef de la branche évaluation environnementale. Avant cela, j'ai aussi contribué à l'élaboration de certaines conventions, notamment sur les produits chimiques, qui était mon domaine de prédilection. Et c'est vrai que nous avons vu beaucoup de situations où les femmes étaient impactées, n'étaient pas forcément actrices. Donc, concernant généralement la bonne gouvernance environnementale, pour qu'elle soit efficace à tous les niveaux, il faut réellement que les solutions aux problèmes de développement durable soient globalement considérées. La bonne gouvernance entend l'ensemble des règles, des pratiques, des institutions qui entourent la gestion de l'environnement.
Et il y a plusieurs aspects à cela. Il y a la conservation, il y a la protection, l'exploitation des ressources naturelles. Et on voit tout de suite que dans tous ces domaines, les femmes ont un rôle important, sinon prépondérant, à jouer. Et pour faire cette bonne gouvernance, il faut qu'on prenne en compte le rôle de tous les partenaires, de tous les contribuants. Les contribuants, c'est d'abord les gouvernants, c'est la société civile, c'est les institutions, les ONG, le secteur privé. Et quand on parle de la société, les hommes et les femmes, et on verra un tout petit peu quelle est la spécificité des femmes dans ce domaine. En général, la gouvernance environnementale actuelle, elle est quand même caractérisée par un tout petit peu une faible intégration des politiques qui sont toutes sectorielles. Comme je vous le disais, moi j'ai travaillé au développement de plusieurs conventions sur les produits chimiques et la question qu'on se posait, les questions qui sont là sur la table, c'est quel est l'impact des produits chimiques sur, par exemple, la biodiversité? Elle est claire, elle est palpable, mais est-ce que dans la gestion et dans la couverture de ces problèmes, il y a cette intégration absolument indispensable? C'est pas toujours le cas. Il y a également les intégrations dans les capacités institutionnelles qui sont adéquates, l'intégration des objectifs opérationnels et l'intégration des différents partenaires. Les femmes sont des éléments très importants concernant par exemple l'impact des produits chimiques. Les femmes sont impactées parce que ce sont les, si on veut dire, celles qui entrent dans la reproduction et dans le maintien de nos lignées. Mais si leur rôle ou leur présence est prise en compte sur le plan scientifique, mais pour ce qui concerne des discussions et de la prise de décision, elles ne sont pas forcément en première position. Et c'est là que le problème se pose. Donc, malgré donc ce rôle prépondérant qu'elles ont dans la gestion de l'environnement, dans l'utilisation des ressources, elles restent sous-représentées dans les processus de gouvernance et de prise de décision. Et cela s'étend au niveau local, que national et que mondial. Leur participation pour formuler des politiques, la planification, l'exécution est encore très faible. Et la communauté internationale, régulièrement, que ce soit au niveau de l'ONU, des organisations de l'Union européenne, de la francophonie, tout le monde s'entend pour reconnaître que la participation des femmes à la formulation de ces politiques et à la planification est extrêmement importante et qu'on ne peut pas avoir de développement durable sans parler réellement, sans reconnaître la pleine participation des femmes. Certains pourraient dire que l'environnement n'est pas genré. Certains pourraient dire que la gestion des ressources naturelles n'est pas genrée. Ceci n'est pas faux. Mais d'un autre côté, quand on regarde le réchauffement climatique, la sécheresse, la biodiversité, oui, ça impacte tout le monde, hommes et femmes. Ceci étant, les décisions et les lois qui sont érigées par les femmes ont souvent des impacts très importants sur les, qui sont érigés par les hommes, ont des impacts importants sur les femmes. Dans les pays où il y a des industries extractives, on voit par exemple que les problèmes d'extraction, les violences sexuelles, physiques envers les femmes augmentent considérablement. L'exposition même, en fait, à certains dangers environnementaux, je ne parle pas des gros dangers physiques, c'est vrai quand il y a les industries extractives, c'est les hommes qui souvent descendent dans les mines, mais c'est les femmes, en parlant du cas du Mali et de l'industrie olifère, qui sont là à manipuler les produits chimiques qui sont utilisés pour, dans la suite des opérations. Donc, les femmes sont très directement impactées. Également, le cas de déboisement, la rareté de l'eau sont des choses très importantes où les femmes sont également impactées. Au Sahel, on sait qu'il y a des endroits où les femmes peuvent passer 10 à 20 heures pour rechercher du bois, pour chercher de l'eau. Donc, ces aspects les impactent directement. La dégradation du milieu les impacte directement. Les changements climatiques exercent de fortes pressions sur les familles. Et là, il y a même des impacts collatéraux, tels que le fait que les hommes partent et puis les femmes se retrouvent devant des problèmes familiaux et pas de charges
pour toute la famille. Donc, il est très important de considérer, de regarder et de reconnaître que si les problèmes environnementaux ne sont pas genrés, leur impact peut l'être et que la gestion de ces impacts nécessite la contribution de tous ceux qui sont impactés et notamment des femmes. Pour la gestion de ces problèmes, il y a des études qui ont montré que la sous-représentation des femmes est chronique et ça on le voit soit en nombre où elles ne sont pas suffisamment présentes, soit en impact et non pas les positions et en influence. Donc, ONU Femmes, qui a fait des études en 2021, avait montré que dans 190 pays qu'ils avaient recensés, il y avait 105 femmes qui étaient ministres de l'Environnement, ce qui semble être une bonne nouvelle, mais quand on regarde dans la priorité, les stratégies gouvernementales et dans l'impact et l'influence des ministres, ces femmes-là, ces ministères sont souvent des ministères à très peu capacité, à très peu de pouvoir quand on compare au ministère de l'économie et des finances qui sont détenus à 78% par des hommes. Mais quand on regarde également au niveau international les délégations qui participent dans les négociations internationales, dans les négociations sur le changement climatique, 65% des représentants sont des hommes, contre 35% de femmes. Et pourtant, on sait que la moitié de l'humanité est constituée de femmes. Donc tout de suite, on voit quand même un déséquilibre. Au cours de ces grandes rencontres, quand les femmes sont présentes, et ceci n'est pas forcément un problème de gouvernance, quoique il y a un problème de formation au bout, on voit une certaine monopolisation de l'expression, une monopolisation de la prise de parole par les hommes, ce qui peut être compensé par la formation. Donc, en réalité, quand on parle de la gouvernance et de la place des femmes dans la gouvernance environnementale ou dans la gouvernance tout court, quelque part, il faudrait quand même parler aussi de la formation en général de ces femmes et de leur capacitation à prendre des décisions. Au niveau international, on l'a dit un peu, il y a une sous-représentation. Au niveau gouvernemental au Mali, on voit qu'au cours des dernières décennies, moi je ne sais pas si certains ont connaissance d'autres cas, nous avons eu une fois une ministre de l'Environnement qui est une femme, Madame Keïta Aïdambo, et je crois que celle qui l'a précédée, c'était Madame Si, qui a été ministre de l'Agriculture et qui couvrait l'environnement. Il y a un petit problème. Quand on regarde les grandes agences environnementales, au Mali, presque toutes, et je crois toutes sont dirigées par des hommes. Et je crois qu'il y a un problème. Si la moitié du pays, la moitié de l'humanité est composée de femmes, je crois que forcément, il faudrait quand même une plus grande représentativité. Donc, cette sous-représentation chronique a des effets et des impacts à tous les niveaux. Et je crois qu'à la fin, on va regarder quelques pistes d'intervention, peut-être que nous pourrons utiliser. Et la conséquence de cette sous-représentation aussi, il y a les liens entre la pauvreté et la détérioration de l'environnement. Moins on connaît, moins on est impliqué, moins on peut se prévaloir et on peut agir sur l'environnement. Et je crois qu'il est très important que cette sous-représentativité des femmes qui conduit à une méconnaissance des pratiques et à une faible formation soit compensée. Au Mali, par exemple, dans le domaine agricole, et le domaine agricole, c'est vraiment le domaine de vie et qui impacte sur l'environnement en général, on trouve que 77% des femmes vivent en milieu rural, assument 70% de la production alimentaire. Et cela est très important. Elles occupent une place primordiale dans le développement économique et local, mais elles ne possèdent ni les terres, ni les moyens de culture, ni l'autorité. Ce qui fait que les difficultés socio-économiques et les contraintes environnementales, de plus en plus de femmes, en face de ces problèmes-là, de plus en plus de femmes décident de se déplacer vers d'autres régions du Mali ou vers l'étranger. Et
À ce titre, il n'y a qu'à voir à Bamako le nombre de femmes qui sont au bord de la route en train de demander l'aumône. C'est peut-être des femmes qui pourraient jouer un autre rôle si leur implication ou les moyens qui étaient mis à leur disposition étaient plus importantes. Donc, voilà un tout petit peu ce que je peux dire sur le rôle, la place des femmes dans la gouvernance en général, dans la gouvernance environnementale à travers le monde et puis au Mali aussi. Mais avant de donner la parole au président, peut-être que je voulais quand même mettre quelques pistes de réflexion que nous devons essayer de développer. Il faudrait que nos États aient des stratégies durables et efficaces qui incluent les grands groupes de partenaires, de parties prenantes. Et dans ces grands groupes, 50% ou 53% de la population du pays est un très, très grand groupe significatif qu'il faut absolument intégrer pour que soient atteints les buts et les objectifs. Des études ont montré également que les femmes ont une meilleure propension à utiliser les pratiques environnementales et que malheureusement, elles ne sont pas présentes dans les instances de décision. Et ça, c'est quelque chose, des pistes qu'il faudrait regarder. Comment, à travers la formation, à travers la capacitation, donner plus de capacité, plus de présence à ces femmes. Et également, il y a la reconnaissance de la nécessité de renforcer justement la capacité de ces femmes afin de favoriser leur participation à la prise de décision. Donc, Président, voilà les aspects que je voulais couvrir rapidement et je pense que si on a la possibilité, le temps de faire un peu de discussion, on pourrait développer encore plus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé qui était très riche et qui nous donne vraiment la quintessence des problèmes de l'environnement au Mali, de l'impact que l'environnement a sur les femmes, mais aussi de la faible représentation des femmes dans les instances et de planification et de prise de décision. Je pense que vous avez touché du doigt le fait que les femmes sont sous-représentées, ou même si elles sont à des postes de responsabilité, ce n'est pas souvent là où les décisions majeures sur l'environnement sont prises. Et vous avez aussi dressé quelques pistes de réflexion sur lesquelles on pourra peut-être revenir au cours du débat. Merci beaucoup. Maintenant, Madame Ben Baba, vous êtes dans le secteur privé. Vous savez vous savez sans doute que la gouvernance vient du secteur privé. Le terme gouvernance vient du secteur privé parce que ça vient même d'une terminologie anglo-saxonne qui s'appelle governance, en vérité. Et après, c'est le secteur public qui l'a emprunté au secteur privé. Et c'était dans une philosophie politique aussi qui consistait à dire le secteur privé fait bien les choses, pourquoi ne pas appliquer les principes du secteur privé au public? Voilà. Maintenant, à vous de nous dire comment vous voyez la bonne gouvernance dans votre secteur et aussi quels sont les liens avec le secteur public. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Désolée, je n'ai pas suivi le début de ce webinaire parce que j'avais des problèmes de connexion. Donc, maintenant ça va. Alors, effectivement, je vais parler plutôt du secteur privé et du rôle de la femme dans le secteur privé et du problématique surtout de l'accès au financement. Que ce soit pour la femme rurale, comme vient de dire ma sœur Foufa, les femmes, le monde rural est dominé par les femmes, même si on ne les voit pas beaucoup, mais c'est elles qui occupent beaucoup la place, elles occupent une grande place dans le monde rural. Elle a un rôle très important dans le secteur privé, car c'est elles qui sont, ce sont les femmes qui sont dans l'élevage des petits ruminants. On voit les hommes, mais derrière les hommes, ce sont surtout les femmes. Et aussi le maraîchage. Mais le problème, comme a dit Foufa, elles n'ont pas l'accès à la terre et elles ont beaucoup de problèmes pour mener à bien leurs activités à cause du manque de financement. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'argent et c'est ça même aussi qui cause le problème.
ce sont des petites sommes, donc on n'a pas des banques de financement pour adapter à ces petites sommes. C'est vrai qu'il y a les microcrédits, mais ces microcrédits, les conditions de ces microcrédits sont tellement difficiles que ça les asphyxie même, très rapidement. Elles se retrouvent après face à des problèmes, donc elles veulent même pas, elles ont même peur de accéder ou de prendre ces crédits-là. Je peux vous donner un exemple. Nous avons initié un projet autour de CAI, comme on a un abattoir à CAI. Nous avons initié un projet avec la Banque mondiale, avec un projet qui s'appelle le PACAM. C'est de offrir des parcs d'embauche à près de 50 embaucheurs autour de CAI. Dans ces parcs d'embauche, chaque parc d'embauche bénéficie d'un forage. Ben, je veux vous dire que ces forages bénéficient plus aux femmes qu'aux hommes. Parce qu'elles disent que c'est elles qui vont tous les jours à des kilomètres et des kilomètres pour aller puiser de l'eau et la ramener chez leur mari, dans leurs parcs d'embauche. Alors que maintenant, grâce à ces forages, elles arrivent à nourrir leur famille, à donner à boire à leurs animaux et faire du maraîchage. Donc vraiment, ça a été un grand succès. Et quand elles sont venues nous témoigner leur reconnaissance, et quand on est allé les voir, aujourd'hui, au lieu d'avoir des terres arides, vous avez des champs de salade et de tomates autour de CAI. Grâce à ces femmes, elles ont pu faire des miracles grâce à ce projet-là. Donc, elles nous ont même dit qu'aujourd'hui, c'est elles qui prennent en charge leur famille, leurs enfants et même la scolarité de leurs enfants grâce à ce projet-là. Bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que j'ai tellement de choses à dire. Je vais aussi je me suis intéressée aussi aux femmes qui sont dans l'industrie. Elles sont sous-représentées dans l'industrie. C'est vrai que nous avons certaines championnes telles que Zaban, Sahel Infusion, et le potentiel est tellement là, mais elles sont très très mal représentées. Tout cela parce que les financements ne sont pas adaptés et ne sont pas au rendez-vous. Les banques locales que nous avons au Mali, et même dans la sous-région, c'est plus des banques commerciales qui préfèrent financer du court terme, le commerce, plutôt que de financer de l'agriculture ou l'industrie. Il nous aurait fallu des banques de développement qui sont prêtes à accompagner réellement, pas à pas, chaque projet, les projets et essayer d'aider les acteurs, les promoteurs à contourner tous les problèmes que nous pouvons obtenir. N'oublions pas que nous sommes un pays enclavé, où tout fait défaut. Nous sommes, le transport de matières premières coûte cher. Il n'y a pas de matières premières, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas assez j'ai oublié le terme. Donc, on a vraiment beaucoup de problèmes et les financements sont très problématiques au Mali. La femme africaine en général et malienne en particulier est très courageuse, résiliente et battante. Leur accorder plus de place, plus d'importance, plus de visibilité, cela ne peut être que bénéfique pour nos pays et la gouvernance de nos pays. Je voudrais aussi donner un autre plaidoyer. Comme avait dit tout à l'heure Foufa, on aimerait voir plus de femmes dans les organes de décision. Au patronat, vous avez une ou deux femmes. Je suis une des vice-présidentes de l'OPI, de l'Organisation patronale de l'industrie. Au moment de donner des noms au patronat, au Conseil national du patronat du Mali, aucune femme ne fait partie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune femme, selon eux, selon ces hommes, n'est capable de représenter l'industrie
au niveau du CNPM. Et c'est comme ça dans toutes nos instances de décision. La disparité entre la représentation des hommes et des femmes, elle est trop importante. Et nous n'arrivons pas du tout à faire entendre nos voix. J'ai beau me battre tous les jours au niveau de ces organes où je suis membre, mais c'est très difficile pour nous de nous faire entendre. Les hommes, les places sont arrachées par les hommes. Et on n'a vraiment pas de voix, ils ne nous écoutent pas pour nous placer dans ces organes de décision. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Benbabar. Vous avez donné disons, un autre aspect du rôle des femmes dans la société, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, et aussi des obstacles qui se dressent par rapport à ce entrepreneuriat, notamment manque d'accès au crédit, la sous-représentation, encore une fois, dans les organes de décision, et puis le fait que les financements ne sont pas adaptés. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Il est à peu près 17h57. Maintenant, je vais ouvrir le débat, sauf que je ne vois pas la liste des participants. Donc, si ça fait tout ou bien notre technicien peut nous mettre à disposition la liste des participants pour que je vois les gens qui prennent la parole, enfin les gens qui veulent prendre la parole et qui lèvent leurs mains. En tout cas, les débats sont ouverts. Vous pouvez poser vos questions et indiquer la personne à laquelle vous posez la question. Voilà, les débats sont ouverts. Nous avons 30 minutes pour ça. Sauf que, encore une fois, je ne vois personne. Je ne vois pas la liste. Ça fait oui, excusez-moi, il y a des participants, on a environ 39 participants qui sont connectés. Je vois Amata Sango Diabaté qui a levé la main. Sûrement, la personne veut parler, mais voilà, vous pouvez activer votre micro et parler. Amata Sango. Ok, alors allez-y. Merci beaucoup et j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. Je m'excuse encore, vraiment, ma voix est très mauvaise. Mais j'ai été très, très ravie d'entendre les différentes présentations de mes anciennes co-webinaristes et mes sœurs qui sont vraiment compétentes dans leur domaine. On a parlé de ce qui est, à mon avis, de ce qui a été. On a parlé de la capacité des femmes à être des personnes de confiance, des femmes qui sont plus, qu'est-ce que je vais dire, qui seront de meilleures gouvernantes des affaires de l'État et même des affaires au niveau de la famille. Si on va au niveau de la famille, au niveau microéconomique donc, c'est la femme qui est la meilleure gestionnaire des affaires de la famille. Mais le problème au niveau macro, au niveau des pouvoirs décisionnels, on ne lui laisse pas de la place. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme ait plus de voix, plus d'accès, plus de représentativité? Je crois que c'est ces questions-là que nous devons adresser. C'est une réalité, pas seulement au Mali, mais au Mali plus que dans beaucoup d'autres pays. Les constellations socioculturelles, les pesanteurs socioculturelles sont là. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Le problème de représentativité, dans toutes les instances, on trouve que la femme occupe 5 à 10% des positions essentielles. On nous dit que, et Jamila l'a dit tout de suite,
les femmes ne sont pas capables, on pense. Au Mali, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes ministres parce qu'il n'y a pas beaucoup de capacités. Il faut questionner cela. Où est-ce qu'on va chercher les femmes ministres? Où est-ce qu'on va chercher les femmes qui font la gestion? Parce qu'on sait quand même, on reconnaît, tout le monde reconnaît que la femme est une bonne gestionnaire, elle a un grand sens de l'éthique, beaucoup plus que l'homme, qu'elle a un grand sens de la responsabilité professionnelle. Elle le prouve déjà au niveau de sa famille. Et pour celles qui ont eu l'opportunité de le prouver au niveau professionnel de haut niveau, ça s'est prouvé. Mais pourquoi ça ne change pas? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça change? Je crois que je pense que c'est des questions comme ça que nous devons adresser pour que nous voyions des lendemains meilleurs. Voilà, c'est vraiment cette petite intervention que je voulais faire. Je sais qu'on n'aura pas le temps de discuter en profondeur sur ça, mais c'est un début pour nous, je pense, de commencer à poser ces questions et à voir dans quelle mesure nous serons les agents de changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup et reposez-vous parce que là, vous êtes en train de faire des efforts pour parler. Merci pour cette contribution. Je pense que vous avez soulevé une question que toutes les panélistes ont soulevée aussi, la sous-représentation des femmes et le fait qu'effectivement cette sous-représentation pénalise en fin de compte la gouvernance dans tout le secteur d'activité. Y a-t-il d'autres intervenants? Moi, je ne vois pas les noms. Hein. Celui qui veut parler prend la parole. Voilà. Personne n'est candidat pour prendre la parole? Coulibaly Kani Diabaté a levé la main. Allez-y, Madame Coulibaly. Mais je crois que là, elle s'est déconnectée. Ah. Sinon, il y a une partie de discussion publique où les participants peuvent également poser leurs questions par écrit directement. Oui, ils peuvent le faire, oui, merci. Voilà, en attendant, s'il y a une des panélistes qui veut revenir, qui veut reprendre la parole aussi. Oui, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Madame Sidibé, Madame Lalavaji, Madame Wan, Madame Belbaba? Oui, moi je veux bien. Allez-y, allez-y. Merci, Président. Je pense que je vais revenir sur justement cette question cruciale de la faible représentativité des femmes. Parce que comme ça a été dit, pour que nous puissions vraiment changer les choses et que nous soyons impactantes, il faut qu'on soit là où les décisions sont prises. En l'occurrence, par exemple, pour changer les lois, au niveau législatif, nous n'avons jamais eu au Mali, par exemple, de femmes présidentes de Parlement. Et on espère qu'avec le Malikura, qui est indiqué, j'espère qu'on aura un retour justement à nos valeurs endogènes, puisque depuis, quand on parlait de ce qui était, la charte de Kouloukanfouga disposait que les femmes devaient être associées au gouvernement. Parce que lorsque nous sommes associés, que ce soit dans les gouvernements, dans la société civile, les ONG, etc., ce sont uniquement pour des objets qui concernent directement les femmes, que ce soit les questions d'ordre de développement social, etc. Non pas que ce soit des questions mineures, mais nous avons aussi d'autres compétences. Nous avons nos constitutions qui prônent l'égalité des citoyens et des citoyennes, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. La pratique prime sur le législatif. Donc, il faut absolument que nous, femmes, nous gagnions en force et en légitimité dans les espaces publics, que nous prenions part au débat et également que nous ayons notre place, justement, lorsque des décisions importantes sont prises. Et ça a été dit, des études l'ont prouvé, on a des résultats positifs en matière de gouvernance lorsque les femmes sont impliquées. Elles ont un impact réel sur leur communauté et sur la société. Et ce que Madame Sango demandait justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'avoue qu'au début, j'étais contre la politique des quotas. Je pensais que nous pouvions évoluer et occuper notre place dans les situations
où justement c'est difficile d'accéder normalement, je pensais que nous pourrions y arriver sur notre mérite simplement. Mais aujourd'hui, je constate qu'il faut, je pense, reprendre cette politique forte de quotas. On voit la loi 052 du Mali qui n'est pas toujours respectée, mais qui a permis, en tout cas, qui a eu le mérite d'avoir permis lors des dernières échéances d'avoir plus de femmes candidates. Donc, il faut, je pense, une politique des quotas. Il faut une mesure contraignante. Si on laisse les choses se faire, ça va prendre beaucoup de temps. Selon ONU Femmes, là, en 2023, nous avons 31 pays où on a 34 femmes qui sont chefs d'État ou de gouvernement. Si nous laissons les choses se faire naturellement, il faudra 130 ans pour que la parité dans les décisions politiques du plus haut niveau soit atteinte. On ne peut clairement pas attendre cela. Si on prend le plan politique simple, avec les partis politiques qui sont les principaux acteurs de la vie politique, combien de partis au Mali ont une femme à leur tête? Elles sont quasiment toutes dans le bureau exécutif, uniquement chargées de la mobilisation et de la communication. Les décisions importantes du parti se prennent à des moments, notamment à des heures tardives, ou lorsque du fait de leurs obligations familiales, les femmes ne peuvent pas être présentes. Donc, je pense qu'il y a clairement un plafond de verre et la loi doit nous aider à le briser. Je pensais, comme je le disais au début, que nous pourrions y arriver sans ces mesures contraignantes, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il faut cela. En tout cas, c'est mon avis. Et le dernier point, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la scolarisation des filles. Parce qu'on a ces entraves conjoncturelles dont je parlais, mais on a aussi ces entraves structurelles qui sont causées par notre société, qui réduisent justement le droit au vote, l'accès au vote des femmes, mais surtout la possibilité de se porter candidate à un mandat politique. Donc, il faut absolument qu'on revoie ça et il faut voir aussi la réalité des choses pour finir. Pour que les femmes, justement, s'intéressent à ces questions de gouvernance et puissent se battre pour changer les choses, il faut qu'elles aient les chances de suivre une formation, de nouer de contacts et de bénéficier de ressources pour devenir des dirigeantes. Et on constate que ça, elles l'ont moins que les hommes. Donc, pour moi, il faudrait, pour répondre à la question de Madame Diabaté, accent sur la scolarisation et la formation des jeunes et des jeunes femmes et mesures contraignantes par l'imposition de quotas pour que nous puissions réduire le gap. Compétences égales, privilèges aux femmes. Merci, Président. Merci beaucoup, Madame Séné. Je n'ai pas entendu la moitié de ce que tu as dit parce que j'étais déconnecté. En tout cas, merci beaucoup. C'est très dommage, Président, parce que c'était très intéressant. Et si je peux abonder dans le même sens, je pense que j'étais de celles aussi qui, dans le temps, pensaient qu'il fallait surtout former les femmes, leur donner la capacité de prendre les positions. Et j'étais farouchement opposée aux politiques de discrimination positive. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez la formation, qu'il fallait absolument entrouvrir une fenêtre. Et quand on entrouvre cette fenêtre, il y a peut-être quelque chose que nous, femmes, devons accepter. C'est qu'il y a un temps d'apprentissage, un temps de confrontation avec des approches différentes. Nos approches et les approches de nos frères, de nos amis, de nos maris, de nos compagnons ne sont pas forcément les mêmes, mais que nous essayons de faire la preuve, d'essayer pour qu'on puisse voir nos points et qu'on puisse accepter nos manières de faire qui sont différentes. Donc, sans qu'on nous ouvre les portes, la société étant tellement genrée maintenant, en tout cas l'accès aux responsabilités est genré. On ne peut pas le nier, c'est très difficile sans cet appui. Donc oui, la législation, oui, les gouvernants doivent apporter cet appui, mais derrière, il faut la formation, parce que mettre une femme dans une position, souvent on le flanc aux critiques, parce que de prime abord, les gens pensent, il y a déjà ce préjugé, elle est arrivée là parce que c'est une femme. Et il faut qu'on se batte pour faire la preuve des capacités que nous avons. Et nos capacités ne sont pas des moindres. Mais je crois que c'est vraiment une lutte importante, une lutte qu'on ne peut pas mener seul, dans laquelle on doit nous aider, et les dirigeants et les hommes, parce que nous ne pouvons pas y arriver sans l'appui de toute la population, des 100% de la population, et sans prendre des risques, et accepter de prendre des risques, et accepter de prendre des coups. Et c'est prendre ces coups qui est souvent difficile pour beaucoup de nos sœurs qui se disent, bon, à quoi bon, on va encore me critiquer, on
va dire que c'est une femme, et c'est vrai que souvent on dit que c'est une femme. Moi, j'ai vu des situations dans lesquelles des chefs d'agence ou de programme se sont plantés lamentablement. Quand c'était des hommes, on a dit il est mauvais, il faut le remplacer. Quand c'était une femme, on a dit oh là là, les femmes, ils nous ont amené une femme. C'est comme ça. C'est un passage obligé, il faut l'accepter. Mais d'accord avec Fatoumata, il faut vraiment qu'on nous aide, il faut des approches de discrimination positive et il faut de la formation, mais en même temps, il faut s'armer de courage et puis faire face. Bien, merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, je vais ajouter juste un petit mot, une anecdote qui va dans le sens de ce que Maître Diarra et Foufa ont dit. Je discutais avec les hommes de l'implication des hommes, de la femme, et on me dit, mais vous êtes toujours impliqués, les femmes, dans tout ce qu'on fait comme décision, vous êtes là-dedans. Quand on dit la nuit porte conseil, on va vous voir, on discute avec vous, on revient avec vos idées. Alors, je réponds en disant, mais pourquoi ne pas amener les femmes sous l'arbre à palabre avec vous, discuter des choses, qu'elles donnent les idées, leurs idées, que vous en débattez? Et puis on me répond, non, madame, laissez-nous nos pantalons au moins en public. Voilà, donc c'est ça la réponse. Il faut laisser le pantalon aux hommes, mettre les femmes à l'arrière-plan, utiliser les idées, mais bon, ne pas les montrer, quoi. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on fait comme initiative, le he for she, parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il faut les impliquer, les hommes, pour pouvoir avancer dans les droits des femmes et tout ça là. Mais avec des idées comme ça, je crois qu'on ne peut pas avancer. Et je suis d'accord avec l'éducation et la contrainte maintenant, les quotas et tout ce qu'il faut, quoi, parce qu'on voit le positif des femmes quand elles sont à la manège. Les hommes le voient, mais je crois qu'on ne veut juste pas laisser la place encore aux femmes. Il faut se battre pour se créer la place, quoi. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, il faut se battre parce qu'il y a quand même des lois concernant la discrimination positive, par exemple la loi sur le genre, mais sauf qu'elle n'est pas appliquée. Aussi bien en ce qui concerne les instances représentatives comme l'Assemblée que le gouvernement. Et à chaque fois, on dit, ah oui, mais on ne trouve pas les femmes qu'il faut pour ces postes-là. Il n'y a pas aussi, objectivement, des obstacles, en dehors du fait que les hommes veulent toutes les places. Parce qu'il n'y a pas aussi des obstacles de ce genre. Madame Sylvie. Des obstacles de quel genre, pardon? Trouver les bonnes personnes pour effectivement arriver à 30% de femmes dans le gouvernement. Je pense que si on se donne les moyens de les chercher, on les trouve. Je pense que ce sont des excuses. On ne pourra pas me dire que le gouvernement de la République du Mali ne peut pas être constitué en respectant justement ce quota de 30%. Je pense qu'il y a des femmes compétentes dans tous les domaines, pas seulement. Il faut qu'on abandonne le réflexe d'aller chercher les femmes juste pour les mettre au ministère de la promotion de la femme et de l'enfant. On a d'autres compétences qui ne se relèvent pas de ces domaines-là. Il faut qu'on ouvre la porte et qu'on donne la chance à ces femmes-là. On a eu des femmes à des postes importants. Aujourd'hui, on a des femmes à des postes importants au niveau de l'éducation, même si nous n'avons pas les 30%. Au niveau de l'éducation, il y a une femme, ça c'est à saluer. Donc, je me dis que si on recherche vraiment, on va retrouver ces femmes-là. Vous parlez de la société civile, de nombreuses femmes luttent au niveau de la société civile. Il faut chercher. Si on se donne les moyens de chercher, je suis parfaitement convaincue qu'on pourra respecter ce quota-là. Il ne faut plus qu'on se donne d'excuses. Et c'est pour éviter ces excuses-là qu'il faut que la loi soit respectée et entièrement respectée. Entièrement d'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un a noté la question de Coulibaly Kani Diabaté? J'avoue que je la lis, mais j'ai du mal à comprendre. Est-ce que quelqu'un l'a noté? En tout cas, une question qui est posée à Mme Wan. Comment? Je vais retransmettre. Madame Wan, si vous ne l'avez pas vu la question, je vais la lire. Oui, allez-y. Alors, Coulibaly Kani Diabaté, elle dit, c'est ma connexion.
C'est vraiment un débat très intéressant vu la qualité des panélistes. J'ai des questions pour vous. Madame Wall, je souhaiterais qu'elle revienne un peu sur le rapport entre les femmes qui font la mauvaise gouvernance. La question, elle a dit sauter quelques mots. Voilà, c'est ça. Ma deuxième question est pour Madame Benbaba concernant les PACAM. Contente de vous retrouver, Lala Foufa. Félicitations aux panélistes. Bon, là, je pense qu'elle a sauté la plupart des mots-clés des questions. Sinon, Madame Koulibaly, si vous êtes toujours là, vous pouvez prendre la parole. La première question, la première partie sautée, c'est la rue. Voilà. Entre les femmes qui font la rue et la mauvaise gouvernance. Elle a souligné, quoi. Oui, je vois le message. Ouais. Madame, est-ce que vous avez une réponse à ça? Les femmes, le rapport entre les femmes qui font la rue et la mauvaise gouvernance. Madame Wan étant déconnectée, peut-être que Madame Benbaba pourrait répondre à la question sur le PACAM. Peut-être qu'elle souhaite que Madame Benbaba. Oui. Madame Benbaba. Oui, je suis là. Je Il suis y a là. une question sur le PACAM. En fait, mais on ne sait pas quelle est la question. Elle dit simplement concernant le PACAM. Et après, elle dit contente de vous. quelle est la question? Ou bien je parle du PACAM. Le PACAM. Que nous avons. Moi, je n'entends plus. Moi, je n'entends plus rien. Pour financer les parcs d'embauche autour de notre abattoir. Allô? Vous m'entendez? Allô? Voilà, elle dit je n'ai pas compris le processus du PACAM. Voilà sa question. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Tout à fait. OK. Donc, le PACAM, c'est un projet de la Banque mondiale hein, que nous avons sollicité pour financer des parcs d'embauche autour de notre abattoir. Vrai que le Mali est un grand producteur de bétail, mais voulant exporter le bétail, la viande du Mali dans les normes internationales, il faut que le bétail réponde aussi à certains critères. C'est-à-dire qu'il faut un certain poids, il faut qu'il ait des vaccinations, qu'on puisse avoir une traçabilité de leur alimentation. Donc, nous avons initié un projet pour financer des emboucheurs, des éleveurs, et leur apprendre à emboucher selon les standards internationaux. Donc, nous avons cité la Banque mondiale qui a demandé à un de ses membres de financer. Donc, non seulement, en ce projet, ils ont donné des forages. Donc, il y a eu 48, il n'y a pas eu 50, mais 48 parcs d'embauche, 48 forages et des étables pour permettre aux bêtes de se nourrir. Voilà, c'est ça le projet du PACAM. Et il y a des vétérinaires qui suivent ce bétail pour les vacciner, pour voir s'ils respectent bien les standards internationaux d'embauche, c'est-à-dire le nombre de kilos qu'ils doivent manger tous les 2 jours pour qu'ils puissent atteindre un poids optimal. Voilà. Très bien. J'espère que Madame... Je voudrais juste aborder aussi dans le sens de Maître Diarra. Si nous n'avons pas des lois pour nous aider à augmenter notre représentativité, ça ne marchera pas. Car nous sommes, ce sont les hommes qui nous gouvernent, ce sont les hommes qui prennent les lois, ce sont les hommes qui sont au-dessus de nous. Ils ne veulent pas laisser leur place. Donc, il faut absolument des lois pour pouvoir
avoir notre place dans toutes ces instances dirigeantes. Voilà. Merci, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci. Madame Wan, est-ce que vous avez noté la question de Coulibaly Kani Diabaté? Elle dit, je souhaiterais qu'elle revienne un peu sur le rapport entre les femmes qui font la rue et la mauvaise gouvernance. Vous êtes avec nous? Madame Wan, vous êtes avec nous? Je vous vois, mais je n'entends rien. Je vais laisser un message à Madame Wan dans les groupes pour voir quel est le souci. Pourtant, on la voit, mais je ne sais pas, est-ce qu'elle n'a pas, peut-être qu'elle n'a pas la voix. Le son, je ne sais pas. Madame Ben Baba, Madame Coulibaly, vous remercie, elle a bien compris. Voilà. Oui, au fait, Madame Fatma, excusez-moi, Madame Wan avait dit que, voilà, elle a laissé un message dans les groupes. Elle disait, on ne voit pas le temps passer, quand on s'amuse, je vais devoir vous quitter. C'était un plaisir. Merci à tous. Ah, il y a M. Danyoko qui demande la parole. Hein? Qui? Danyoko, allez-y. Danyoko, vous avez la parole. Alors là, je n'entends plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Président, si vous n'avez pas les gens que vous devez avoir, je voulais quand même... Est-ce que vous m'entendez? C'est qui? C'est Danyoko? Oui, Danyoko, oui. Allez-y. Je peux y aller? Allez-y. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, je salue cette belle initiative. Je voudrais réagir un peu après avoir écouté les interventions des premières intervenantes. Et moi, je voulais surtout dire deux choses. Premièrement, pour ce qui concerne la question de la responsabilité des femmes au plus haut niveau, je pense que pour le cas du Mali, est-ce qu'on ne devrait pas quand même considérer que le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Parce que quand on regarde bien l'histoire de ce pays des 10 dernières années, voire des 20, on a vu des femmes à très haut niveau de responsabilité. Et pas simplement pour faire de la figuration, ni simplement pour animer le ministère de la Femme et de la Famille. On a vu des femmes gouverneurs dans ce pays. On a vu des femmes qui étaient ministères de l'Éducation dans les postes régaliens. On a vu des femmes ministres de l'Industrie. On a vu des femmes ministres de la Justice. On a vu des femmes directeurs nationaux, qui occupent des postes de directeurs nationaux, qui occupent des postes de PDG à plusieurs niveaux, très haut niveau. On a eu une femme présidente de la Cour suprême. Et on a eu une femme présidente de la Cour constitutionnelle. Ministre des Finances et Premier ministre. Et Premier ministre, et même président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle. C'est quand même des responsabilités très élevées au niveau de l'État. Donc, je pense que dans le cas du Mali, on peut quand même un peu atténuer le jugement de la responsabilité des femmes au plus haut niveau, parce qu'on en a vu à très haut niveau et à des postes régaliens. Alors, pour moi, en fait, l'enjeu, peut-être que le problème n'est pas à ce niveau. Est-ce que c'est parce qu'on ne donne pas assez de respect aux femmes? Je pense que le problème est plutôt du fait de la densité. C'est-à-dire qu'on a très peu de femmes, en nombre suffisant, au plus haut niveau ou dans beaucoup de niveaux de responsabilité. C'est plutôt au niveau des postes intermédiaires et surtout au niveau des postes, les postes basiques. Parce que quand on regarde, nos femmes globalement souffrent d'abord du fait que dans notre société est organisée de telle sorte que les femmes sont très vite absorbées par les responsabilités de famille. Donc, et c'est plutôt quand on descend un peu au bas niveau de la société qu'on se rend compte qu'il y a un problème de densité. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas assez de femmes en grand nombre un peu partout.
Et ça, je pense que c'est plutôt un problème lié à notre organisation sociale. Plus nous aurons plus de femmes à l'école, plus de femmes qui durent à l'école, plus de femmes qui arrivent à gérer le problème de maternité, d'espacement des naissances, on aura des femmes dont la société sera plus ouverte pour laisser les femmes travailler, occuper des responsabilités, ne pas avoir en elles que simplement que des cuisinières, des ménagères ou simplement des babysitters. Plus la société sera ouverte d'esprit, plus on aura des femmes en grand nombre un peu partout dans la société. Et je pense que c'est cet effet de levier-là qui manque à notre société, plutôt qu'un problème de responsabilisation au plus haut niveau, parce qu'on en a eu beaucoup déjà. Ça montre que chaque fois que l'occasion s'est présentée, les gens n'ont pas hésité à mettre des femmes à des niveaux régaliens. Ça, c'est ma première remarque. Mais je voulais avoir la réaction des femmes quand même par rapport à ça, c'est par rapport à cette remarque-là. Mon deuxième point, c'est que est-ce que les femmes au Mali ne souffrent pas d'un problème d'image? Parce que quand on regarde dans notre société, les femmes donnent l'impression d'être plutôt portées sur la fête que le gaspillage. Parce que globalement, dans nos familles, évidemment, je ne parle pas des femmes élites, des femmes qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, sur le forum du grain. Mais quand on descend dans la société, on voit que les femmes, c'est plutôt les mariages, les baptêmes, les tontines. C'est elles qui organisent toutes les grandes fêtes avec beaucoup de gaspillage. C'est elles qui distribuent beaucoup d'argent aux griots et aux griottes. C'est elles qui maintenant ont mis même un phénomène, quand elles viennent dans les fêtes, elles ramassent la nourriture en quantité pour ramener à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de culture? Ou qu'est-ce que les femmes élites peuvent faire dans ce sens de cette éducation de masse des femmes pour améliorer l'image des femmes? Pas au niveau, évidemment, des femmes qui ont eu la chance d'être instruites, d'avoir des responsabilités, mais au niveau de la société, au niveau de la masse. Pour moi, c'est à ce niveau qu'on a un problème. Et la masse, je pense que c'est un problème de société, plutôt qu'un problème de responsabilité politique ou un problème de responsabilisation. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez posé des questions, je vais laisser la parole aux panélistes qui veulent répondre, mais je veux ajouter une troisième question qui vient de Sarata Koulibaly. Bonjour, Madame Benbaba, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir si le programme PACAM est disponible à Bamako. Et si oui, quels sont les critères pour en bénéficier? Apparemment, vous avez créé des émules. Bien, Madame Benbaba d'abord, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est assez précise. Elle avait signalé dans le groupe qu'elle a des problèmes de connexion. Je vais essayer de voir avec elle. OK. Bon, alors, qui veut réagir aux propos de Sidi Dagno? Sidi? Merci, Président. Je pense que la question centrale qui répondra aux deux questions soulevées par Sidi, la réponse centrale, c'est la question de l'éducation, l'accès à l'éducation des filles, qui pour le moment n'est pas à hauteur de souhait. Pour ce qui concerne la représentativité des femmes à un haut niveau, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous ne disons pas que certaines choses n'ont pas été accomplies, mais il reste beaucoup à faire. La preuve, les exemples qui nous sont cités sont des exemples uniques. Nous avons eu une femme Premier ministre, nous avons eu une femme présidente de la Cour suprême, nous avons eu une femme présidente de la Cour constitutionnelle. Moi, je n'attends pas que l'on me cite la femme qui a occupé ces responsabilités. Je m'attends à ce que ça devienne une normalité. Je m'attends à ce que je retourne la citation que Tantila la disait tout de suite, quand elle disait qu'à côté, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Moi, je dirais que le verre est à moitié plein, est complètement plein, lorsque l'on dira, concernant les femmes maliennes, qu'à côté de toute grande femme malienne, ou derrière, il y a un grand homme. Donc, pour le moment, ce sont des exceptions. Il y a eu une femme. Quand on arrivera à la normalité, on dira c'est tout à fait normal que ces femmes soient à ces postes-là. Et tant qu'elles ne sont pas à ces postes-là, les choses ne vont pas bouger. Pourquoi? Parce que quand elles sont nombreuses à ces postes, c'est ce qui va créer l'émulation. C'est ce qui va faire bouger les lignes. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème structurel qui est de ce qu'on attend des femmes maliennes dans la société. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et là, je rejoins votre deuxième question, c'est qu'on assume des responsabilités sur le plan familial. Vous disiez, ce sont les femmes qui organisent les fêtes familiales. Mais qui leur demande d'organiser? Il n'y a pas d'hommes volontaires pour organiser. On nous inculque depuis le bas âge que c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous attendons, ce qu'on attend de nous. Donc, à un moment donné, c'est ce qui est fait. Moi, je ne vois pas beaucoup d'hommes volontaires pour organiser ces fêtes-là. Et je suis désolée, ce ne sont pas les femmes qui sont les plus dépensières dans ces occasions-là. Vous avez aujourd'hui
beaucoup de cérémonies en dehors du cadre familial où, pour parler comme les jeunes, vous avez beaucoup de faroteurs hommes qui sont là à distribuer des millions et des millions aux artistes. Et là, ce ne sont pas des femmes. Ça, c'est un problème de notre société même qu'il faut reposer et revenir, comme je le disais tantôt, à nos valeurs endogènes. Donc moi, je pense que la question essentielle, c'est une question de scolarisation des filles. Pour arriver à faire bouger les lignes, qu'on n'enlève plus les filles de l'école à partir de l'élémentaire, etc., je reviens à cette question de contrainte. Il faut que la scolarisation des filles au Mali soit obligatoire jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, on peut aller à la fin de l'élémentaire au collège et petit à petit continuer la sensibilisation jusqu'à ce qu'elles puissent évoluer vers ces hautes études-là. Mais nous n'allons pas attendre, comme vous le disiez, qu'il y ait beaucoup de filles qui aient eu des diplômes de très haut niveau pour commencer à ouvrir les choses. Il faut qu'on les ouvre et au plus haut niveau. Il ne faut pas que ce soit à des postes les moins élevés, il faut que ce soit les plus élevés. Donc, à ce moment-là, moi, je dirais que le verre sera à moitié plein. Pour moi, il reste encore beaucoup de choses à faire en se basant surtout sur l'éducation des filles et en créant une émulation, en donnant leur chance à des femmes au poste de responsabilité jusqu'à ce que ça devienne, j'insiste, une normalité et non pas une exception. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci, Mme Sylvie. Je pense que personne ne peut contester tout ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est la scolarisation des filles qui est la clé de tous ces problèmes-là. Malheureusement, bon, dans notre pays, j'ai l'impression qu'on avait fait des progrès. On était presque à égalité, mais depuis un certain temps, je crois que les filles commencent à abandonner les écoles, surtout à cause de l'insécurité. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres commentaires par rapport aux questions soulevées par Sidi? Madame Benbaba, est-ce que vous avez la possibilité de répondre à la question de Sarata Koulibaly? Donc, elle n'est pas avec nous. Toutefois, est-ce que tu es revenu avec nous ou bien? Je suis revenue. Je croyais qu'il y avait une question et puis finalement, je l'ai pas eu. Et j'ai regardé un peu ce qui se passe du côté de l'intendance et je suis venue sans fait la femme. Il y a beaucoup de webinaires qui vont parler de comment se fait la sauce de poisson. Nous sommes au four et au moulin en même temps et il faut absolument qu'on continue. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu tout ce qui a dit justement parce que j'ai été déconnectée. J'appuie totalement ce que Maître a répondu. Et je voulais dire à ce sujet-là que nous avons certains problèmes de société. Il ne faut pas qu'on les transforme en problèmes femmes-hommes. Les activités sociales, les problèmes de festivité, les comportements sociaux que les gens ont maintenant, un certain matuvisme. On ne peut pas en faire un problème de femmes seulement. Ça, c'est un problème de société auquel nous devons nous confronter tous. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans les têtes, il y a beaucoup de choses qui sont aux femmes, c'est les femmes qui font ci, c'est les femmes qui font ça. Et comme Mme Diarra l'a dit, il y a un exemple de femme qui est devenue Premier ministre, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie et des Finances. Ça ne veut pas dire que les femmes ont eu accès à ces positions. Simplement qu'il y a eu soit des alibis. Parfois, c'est des femmes alibis parce que quelqu'un a voulu mettre un Premier ministre, il faut absolument mettre quelqu'un. Ou alors, qu'on trouve que cette femme est exceptionnelle. Et quand on regarde beaucoup les qualificatifs qu'on donne dans ce cas-là, moi, je me souviens dont on disait, ah non, mais elle, c'est pas une. Et ça, c'est tout à fait l'état d'esprit contre lequel nous devons agir toujours. C'est pas une de bataille, c'est vraiment une question d'action commune pour commencer à comprendre que la moitié de la population doit avoir voix au chapitre au même titre que l'autre moitié. Et quand je dis la moitié, il s'agit de 53% de la population. Merci. Merci beaucoup. Merci. Madame, un dernier mot, Monsieur le Président. Vous posez une question. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je veux ajouter un point. Il nous revient à nous,
les mamans et nos filles d'éduquer les enfants. Il y a l'éducation traditionnelle scolaire, mais il y a l'éducation à la maison aussi pour changer un peu le mindset des garçons, pour qu'ils comprennent que les filles, c'est à égalité et que vraiment, il y a des choses, tout ce que la fille fait, le garçon peut le faire, tout ce que le garçon peut faire, la fille peut le faire aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de dire. D'accord, il y a l'éducation, mais il y a la famille, les pesanteurs socio-culturels. On y est pour quelque chose. Vous voyez souvent, vous verrez souvent une femme, une maman qui est là en train de défendre à son garçon de faire ceci, de faire cela. Souvent, c'est la maman qui dit ça. Donc, on a une éducation à faire à la maison pour changer les choses aussi, en plus de tout ce qui a été dit, l'école et tout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'allais vous poser une question un peu spécifique sur la santé. Qu'est-ce que vous pensez du faible accès des femmes à la contraception? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème? C'est un gros problème et généralement les hommes sont contre. Je veux le dire tout à fait brutalement. Tout ce qu'on fait comme sensibilisation, il y a beaucoup de femmes qui se cachent pour le faire et ce n'est pas normal. Je pense qu'on doit s'adresser aux hommes. Tant qu'on n'a que les femmes dans nos services de planification familiale ou nos services de protection maternelle infantile, ça n'avancera pas parce qu'elles n'ont pas l'autorité qu'il faut. Il y en a qui se sont fait battre parce que le mari a découvert qu'elle prenait des pilules. Et vous verrez très souvent dans les centres de contraception, les femmes choisir l'injectable parce qu'il n'y a pas de traces. Quand elles amènent les comprimés à la maison, ça fait des histoires. Mais moi aussi, c'est notre faute à nous, les agents de santé, parce qu'on n'a pas expliqué le bienfait aux hommes. Il faut dire que quand on a bien expliqué à l'homme tout ce qu'il en tire comme bénéfice, la contraception, bon, il y en a beaucoup qui acceptent, mais on préfère, bon, c'est pas qu'on préfère aussi, la réalité fait que c'est les femmes aussi qui viennent dans les services, les hommes ne viennent pas, il faut qu'on aille les trouver. On n'a pas des canaux. Vous voyez les pays développés où il y a les canaux accessibles, où les hommes comprennent et les femmes sont libres, ça monte. Chez nous, ça ne monte pas, c'est à peu près un peu ça. Bien, merci beaucoup, merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur, disons, la thématique femmes actrices de la bonne gouvernance? Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais il y a beaucoup de personnes qui ont levé leur main. Je ne sais pas si le temps nous le permet. Si le temps nous le permet, on peut demander on peut donner la parole à ceux qui demandent. Ils sont combien? 4. Wow. Bon, allez-y. Allez-y, le premier, c'est qui? Je vois Kanata Traoré, Sokona et Amata Sango Diabaté. Amata, est-ce que ce n'est pas une ancienne main? Non? En tout cas, Sanata d'abord. Amata vient d'activer son micro. Oui, bon, moi, ce n'est pas une ancienne main, c'est une nouvelle, président. Ah, d'accord. Je conseille de reposer et de ne pas parler, mais je ne peux pas m'en empêcher. Juste pour féliciter tout le monde pour la richesse des débats, encore une fois, et de dire à Madame la Présidente du GRIN qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à des webinaires sur des thématiques si importantes, qu'on choisisse, en fait, qu'on mette en exergue un certain plan d'action, une action ou deux. Si on veut militer pour la discrimination positive, par exemple, quand est-ce qu'on commence? On va attendre un autre 8 mars pour en parler, ou bien on trace les jalons maintenant et on doit faire intervenir ceux qui peuvent nous aider à imposer la discrimination positive. Pour l'éducation des filles et des femmes, surtout l'éducation avancée qui nous permet d'avoir une voix, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les jalons qu'il faut poser pour qu'il y ait du progrès, pour qu'on n'en reparle pas de la même façon l'année prochaine, par exemple? Je crois que c'est ça, vraiment, c'est le pragmatisme, c'est l'action. On constate, on décrit, mais on prend des décisions, on commence des actions pour que ça puisse évoluer. Encore une fois, vraiment, félicitations à tout le monde. Il est 18h40, ça veut dire que vraiment le débat était intéressant et tout le monde était intéressé. Et merci encore, merci.
Sanata, vous avez la parole. Ah, elle est plus là? Qui d'autre avait levé la main? Vous avez la parole. A priori, c'est silence radio. Est-ce que quelqu'un avait levé la main? Je ne sais pas. Oui, il y a Kanata Traoré Sokona qui a levé la main. Sanata. Kanata, c'est écrit Kanata. Kanata, voilà, parce que moi je voyais Sanata. Kanata, vous avez la parole. Là, son micro est désactivé. Ah. Kanata, si vous voulez parler, désactivez votre, activez votre micro. Bon. Si ça n'a pas parlé, c'est qui alors? On va voir. Qui d'autre? Bon, je crois que nous arrivons à la fin. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je pense que nous avons abordé un certain nombre de thématiques au niveau de la justice, au niveau de l'environnement, au niveau du secteur privé, du rôle des femmes dans la production, les obstacles à l'épanouissement des femmes. Ah, Kanata, vous voulez parler? Mais mettez votre micro en marche. Elle est en mode écoute, celle-là, elle nous entend, mais nous, on ne peut pas entendre. Non, il faut qu'elle marche. Mets ton micro en marche. Mets ton micro en marche. Ah. Kanata, si vous nous entendez, veuillez quitter l'audio et revenir en mode speaker. Bon, je ne sais pas comment on peut l'aider. Peut-être si elle peut envoyer un message. Est-ce que tu peux lui envoyer un message pour lui dire comment faire? En attendant, on va essayer quand même d'avancer. Donc, je disais qu'on a abordé la question de la gouvernance dans un nombre de secteurs, le rôle des femmes dans ce domaine. Et les conclusions principales qui se dégagent, c'est qu'il y a une sous-représentation des femmes dans ces différents domaines. Il y a aussi une sous-représentation des femmes dans les organes de décision. Et il faut donc mettre l'accent sur l'éducation et aussi sur la discrimination positive. Même s'il y a des lois, il faut veiller à ce que ces lois soient appliquées. Tout en sachant que souvent même il y a des lois qui ne sont pas appliquées, notamment la fameuse loi 052 qui n'est pas du tout appliquée. Il faut faire le lobbying, il faut se battre pour que ces lois soient appliquées, pour que la discrimination positive serve à quelque chose. Et ce qu'on peut simplement constater, c'est qu'il y a aussi un grand problème de statut de la femme dans notre pays. Il faut le reconnaître, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas en avoir honte. Le statut de la femme, quoi qu'on dise, n'est pas favorable à l'épanouissement, à l'expression, à la prise de décision, à la prise de responsabilité. Il faut le savoir et il faut se battre. Il faut se battre contre des pratiques de ce genre. Et tant que le statut de la femme n'est pas amélioré, il ne faut pas espérer des progrès, aussi bien en matière économique qu'en matière sociale, qu'en termes de développement tout court. On peut juste faire une comparaison entre le développement et le statut de la femme dans le monde. Si vous voyez les pays où la femme a le statut social le plus élevé, ce sont les pays où il y a des progrès, il y a la richesse, il y a le développement et il y a surtout la bonne gouvernance. On peut citer à titre d'exemple les pays scandinaves. Les Scandinaves sont les pays où vraiment le statut de la femme est le plus élevé au monde. Et ce sont des pays où c'est vraiment la bonne gouvernance par excellence.
la transparence, la redevabilité, etc. Et donc, il faut savoir qu'il y a un lien direct entre le statut de la femme et bonne gouvernance, statut de la femme et développement économique et social. Il y a des pays, effectivement, qui connaissent certaines possibilités, mais on ne peut pas appeler ça développement. Ce sont des pays où la femme est pratiquement absente de la sphère publique. Pour ne pas les citer, vous pouvez citer les pays arabes, les pays du Golfe, par exemple. Mais on ne peut pas parler de développement. C'est un pays riche. Il y a une minorité qui accapare les richesses du pays. Mais ce n'est pas vraiment le développement. C'est pas vraiment le développement. Et donc, il faut se battre pour que les femmes soient actrices de la bonne gouvernance. Il faut se battre pour que les femmes prennent leur place dans la société, que leur statut social s'améliore, qu'elles aient une éducation adéquate, qu'elles occupent des responsabilités au même titre que les hommes, bref, qu'elles envahissent la sphère publique. Il y a un pays, par exemple, dont nous pouvons nous inspirer, c'est le Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, le Parlement rwandais est à majorité composé de femmes. Et on voit très bien que au Rwanda, malgré la campagne qu'on fait contre Paul Kagame, dictateur et tout ça, c'est un pays où c'est le règne de la bonne gouvernance. La corruption est nulle. C'est la transparence, c'est la redevabilité. Et donc, il y a du chemin à faire. Je suis d'accord avec Amata qu'il ne faut pas se contenter de webinaires, mais nous sommes quand même société civile. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire du lobbying. Peut-être prendre une thématique, en discuter, faire des propositions et les adresser à qui le doit, mais on ne peut pas faire autre chose. Nous sommes société civile, nous ne sommes pas aux affaires, nous n'avons pas les leviers de décision. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ça. On peut faire des séminaires, on peut faire aussi des appels, on peut rédiger on appelle ça, des propositions adressées à qui de droit pour effectivement que le statut de la femme s'améliore dans notre pays. Voilà. Je ne sais pas si, entre-temps, Madame Traoré nous a abandonnés, elle n'est plus revenue. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot avant qu'on nous clôture? Madame Sylvie? Madame la Présidente? Merci beaucoup, Président. Donc, ce serait un mot de remerciement par rapport à la qualité des échanges. J'ai beaucoup appris en écoutant mes sœurs et collègues du GRAIN, également les échanges avec les personnes qui ont assisté. Et j'ai bien pris note de la demande de Amata. Et au niveau du GRAIN, nous allons nous saisir de la question et, comme vous le disiez, jouer notre rôle pleinement en tant qu'association de la société civile. Donc, tout ce qui a été dit aujourd'hui ne restera pas lettre morte. Il y aura un suivi et nous n'attendrons pas la prochaine semaine du 8 mars pour en discuter. Mais d'ici là, nous y travaillerons. Merci à tous et à toutes. Très bien. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je pense qu'on a eu une bonne discussion, on a eu de bons échanges, même si ça a été un peu précipité. Certains n'ont peut-être pas eu le temps de bien préparer leurs exposés, mais quand même, c'est venu des tripes. Chacun a pu s'exprimer, chacun a pu donner son point de vue. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée.